capitalise plus de 27 ans d'expérience, y compris dans le domaine des affaires internationales, ancien ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2017. Mankeur Ndiaye, qui fut également président de l'UTE, est aujourd'hui le représentant spécial du secrétaire général pour la République centrafricaine et chef de mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine. Grand format salon, M. Mankeur Ndiaye, qui nous reçoit dans ce somptueux cadre de l'hôtel Lagon 1. M. Ndiaye, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue au Sénégal. Merci. Vous avez été président de l'ITIE. Alors, quel souvenir gardez-vous de votre passage à la tête de ce département? Merci beaucoup en tout cas. Merci à Dakar Actu, à toute l'équipe de Dakar Actu pour cet entretien. Après notre fameux entretien, il y a un peu moins de 2 ans, quand j'ai publié mon livre sur diplomatie, 20 ans à la place. Alors, c'est vrai, j'ai passé 18 mois quand même à la tête du comité national ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal. 18 mois très intenses où nous avons travaillé pour promouvoir la transparence dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal, promouvoir également le débat public, un débat public informé sur la question de la gestion des ressources naturelles, où nous avons participé également au conseil d'administration international de l'ITIE. Le Sénégal a accueilli la tenue d'un conseil d'administration ici, avec une conférence africaine sur la propriété réelle. Donc beaucoup d'actions ont été menées et j'ai passé le témoin à ma sœur, la ministre d'État Eva Maricol Seck, le 2 mai dernier. Je pense qu'elle est sur la bonne voie. Donc toujours d'importants souvenirs, surtout quand on dirige un comité aussi important que le comité national ITIE, qui est un comité tripartite. Je pense que c'est important de le souligner, où siège côte à côte avec les mêmes droits, les mêmes prérogatives, des représentants de l'État, des représentants des entreprises qui interviennent dans le secteur extractif et des représentants de la société civile qui travaillent ensemble la main, dans le même esprit, avec les mêmes objectifs. Je pense que c'est un cadre également d'action qui me paraît très innovant. Et c'est important que le Sénégal puisse rester dans l'ITIE et continuer à siéger également au sein du conseil d'administration international de l'ITIE, surtout dans un contexte où le débat public sur la question des ressources est devenu un débat extrêmement vif, très animé, ou aussi dans un contexte où nous pensons tous, dans 2 ou 3 ans, comment les ressources naturelles dont nous disposons, le pétrole et le gaz, vont être exploitées, et surtout au bénéfice de l'ensemble des Sénégalais, parce que les ressources naturelles, comme le prescrit l'article 25.1 de la Constitution, appartiennent au peuple. Justement, vous avez impulsé des réformes à l'ITIE. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Michael Seck va suivre la cadence? Oui, tout à fait. Je pense qu'elle a pleinement conscience des enjeux et de l'importance de la mission que le président de la République lui a confiée. Et je pense que l'ITIE est entre de bonnes mains. Donc aujourd'hui, vous êtes parti de l'ITIE vraiment très confiant? Oui, tout à fait, très confiant. Très confiant. Après, mon frère et ami, le professeur Ismaël Major, je crois que c'est la continuité aussi. Après moi, avec la ministre d'État Eva Maricol Seck. Mankeur Ndiaye, aujourd'hui à la tête de la MINUSCA. Aujourd'hui, comment se présente le tableau sur le terrain? Très contrasté, très difficile, très complexe, mais avec également beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance, surtout à la suite de l'accord de paix qui a été signé le 6 février dernier entre le gouvernement et 14 groupes armés. Parce qu'en Centrafrique, il faut toujours le rappeler, il y a plus de 14 groupes armés. Mais 14 groupes ont accepté de signer un accord de paix, de prendre des engagements très forts. Et également le gouvernement qui accepte également de signer l'accord et de mettre en place surtout un gouvernement inclusif. Parce qu'après la signature de l'accord, il fallait en tout cas mettre en place un gouvernement qui regroupe les représentants de tous les groupes armés. Ça a été très difficile. Et ce gouvernement inclusif a été mis en place. Et vous avez aujourd'hui en Centrafrique un gouvernement où siègent des représentants de groupes armés. 10 groupes armés sur les 14 signataires sont dans le gouvernement. D'autres qui ne sont pas dans le gouvernement sont dans d'autres stations, comme au niveau de la présidence de la République, comme conseiller, ou au niveau de la primature comme conseiller, ou au niveau de l'Assemblée nationale comme conseiller, ou au niveau des structures administratives
locales comme les préfectures ou les sous-préfectures, ou bien dans les services extérieurs de l'État comme les ambassades et les consulats. Donc c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'espoir porté en l'accord de paix, parce qu'il n'y a pas de solution militaire à la guerre, à la crise en Centrafrique. La solution ne peut être que politique. Et nous, aux Nations Unies, nous encourageons ce processus politique. Nous travaillons également avec les garants de l'accord, que sont l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour aider à la mise en œuvre de l'accord sur le terrain, mais dans le cadre du mandat de la MINUSCA, qui est un mandat, il faut le rappeler, antérieur à l'accord, un mandat dont le cœur est la protection des populations civiles. Nous pourrions revenir également sur d'autres aspects du mandat de la MINUSCA. Donc, beaucoup de difficultés, mais également beaucoup d'espoir que la paix va revenir dans ce pays d'ici quelques années. Présentement, vous êtes au Sénégal, vous avez rencontré le chef de l'État, M. Macky Sall. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, bon, je me devais quand même de rendre une visite de courtoisie au président de la République, qui m'a beaucoup soutenu et continue de me soutenir dans cette mission difficile que j'exerce au nom des Nations Unies, au nom du secrétaire général, mais il y a également l'image du Sénégal, parce que c'est un Sénégalais qui dirige cette mission importante des Nations Unies, et c'est également un Sénégalais qui commande la force qui est déployée sur le terrain. Vous savez que la MINUSCA, c'est après plus de 14 000 éléments militaires et de police, et la composante militaire est dirigée par un Sénégalais, vous savez, le général Balla Keïta. Donc je me devais de lui rendre compte de mes activités et également de partager avec lui la contribution du Sénégal à la stabilisation de la situation en Centrafrique, parce que ce n'est pas seulement Mankeur, ce n'est pas seulement le général Balla Keïta, mais c'est également beaucoup d'équipements que le Sénégal met à la disposition de la MINUSCA, comme les hélicoptères de combat qui font la différence sur le terrain, 3 hélicoptères de combat, comme également des ressources humaines, avec des éléments de police constitués qui interviennent et qui participent à la sécurisation des institutions et des personnalités en République centrafricaine. Donc je me devais d'échanger avec lui sur ces questions et de recueillir également ses conseils. Alors l'accord a été signé au mois de février 2019, alors n'empêche que certains groupes continuent à le violer. Est-ce que cela rend votre mission un peu difficile? Oui, je le rappelle assez souvent, un accord de paix, ce n'est pas la paix. Parce qu'on peut penser que dès que l'accord est signé, et puis c'est fini, le lendemain c'est la paix. Non, un accord de paix, ouvre le processus vers la paix. Il balise le chemin vers la paix définitive, vers la stabilité, mais un chemin qui est semé d'obstacles qu'il faut lever au jour le jour. Les groupes armés ont pris des engagements qu'ils ne respectent pas toujours. Le désarmement, la démobilisation, l'arrêt des barrières et des barricades, l'arrêt des taxations illégales, l'arrêt des exactions sur les populations civiles, l'arrêt du recrutement d'enfants soldats. Donc il y a beaucoup d'engagements que les groupes ont. Parmi ces engagements, il y a la libération des bâtiments administratifs, parfois qu'ils occupent. Donc il y a des pas qui sont franchis, mais que je considère comme étant tout à fait timides. Mais il faut continuer à dialoguer, à encourager le processus politique, tout en restant en tant que mission des Nations Unies sur une position robuste. Maintenir la pression politique, la pression militaire nécessaire pour que les engagements pris par les uns et les autres puissent être respectés. Donc ce n'est pas facile. Tout à fait. Alors vous l'avez dit, accord ne signifie pas tout simplement paix. Alors sur le terrain, ça continue d'avoir des viols, des braquages. Alors le constat est-il vraiment amer à votre côté? Oui, c'est un constat qui est amer, mais je considère que ça fait partie du jeu. Parce qu'on n'est pas naïf pour penser que dès que l'accord est signé, les groupes armés vont désarmer et que la paix va revenir immédiatement. Non, on le savait, on savait qu'on ferait face à des difficultés, à des obstacles, mais l'accord date de 6 mois, il a été signé le 6 février, il a eu 6 mois le 6 août dernier, donc c'est un accord neuf, nouveau. C'est comme un bébé qu'il faut essayer de protéger, n'est-ce pas, de sauvegarder et de faire grandir progressivement. Donc on n'est pas tout à fait naïf. Ces obstacles étaient tout à fait prévisibles, mais ce qui est important, c'est l'engagement réitéré de tous les groupes armés de rester dans l'accord. Même si certains continuent à le violer, mais il faut les pousser à respecter leurs engagements sur le terrain, ce qui n'est pas toujours facile. Mais à force de dialogue, à force de pression, j'ai espoir qu'on y parviendra. Et nous travaillons pour que l'accord de paix
du 6 février soit le dernier accord, parce que c'est le 8e accord qui a été signé depuis quelques années. Donc travailler à ce que ce soit le dernier accord. Alors le massacre de Pao également a mis de l'huile, comme on dit, sur le feu, et que ça a été une des pires, pour ne pas dire les plus graves violations de cet accord de paix. Tout à fait, c'est la plus grave violation de l'accord, le massacre de Pawa, le 21 mai dernier. Nous travaillons à arrêter tous les coupables, tous les auteurs de ces crimes abominables, injustifiables. 3 déjà ont été arrêtés et rendus à la justice. D'autres sont enfuis, nous sommes en train de les rechercher. Et parce que c'est un massacre qui a été commis par un groupe armé qui s'appelle les 3R, dirigé par Sidiki, et qui a reconnu que ce sont ces éléments qui ont commis ces massacres et également qui coopèrent. C'est un dossier qui est entre les mains de la justice et que nous suivons de très près. Et la population civile dans tout ça, M. Mankarnia, est-ce que, disons, elle continue à subir ces violations de la part de ces groupes armés? Oui, mais vous avez encore le droit quand même de sévir par la force? Tout à fait. Bon, le cœur de notre mission, c'est cela, la protection des populations civiles. Même si la responsabilité première, la protection des populations civiles, incombe au gouvernement, la responsabilité première. Mais ça fait partie du cœur de notre mission. Les populations civiles continuent à faire l'objet d'exactions de la part des groupes armés. Donc nous faisons le maximum pour assurer leur protection dans un contexte parfois extrêmement difficile. Bon, vous savez, la MINUSCA n'est pas présente sur tout le territoire national. Ça aussi, il faut le dire, parce que la Centrafrique, c'est un pays extrêmement vaste. C'est la Belgique et la France réunies, la Centrafrique. La Centrafrique, c'est plus de 3 fois le Sénégal. Ça, les gens l'oublient et c'est important de le rappeler. Et la Centrafrique, c'est 4 à 5 millions d'habitants dans un territoire aussi vaste qui n'est pas sous le contrôle total de l'État, parce que l'État, le gouvernement ne contrôle que le quart ou le 5e du pays. Tout le reste est entre les mains des groupes armés. Donc c'est une situation qui n'est pas du tout facile. Et justement, l'objectif essentiel de la mission de la MINUSCA, c'est de réduire la présence des groupes armés et d'éliminer les menaces qu'elles constituent. Ça, c'est également un élément important de la mission qui nous est confiée. Alors l'accord a été également critiqué par certains groupes qui ont eu à faire du mal ou bien du tort à la population, se sont retrouvés à des postes quand même assez stratégiques dans l'appareil étatique. Est-ce que ça a été la seule solution ou bien la solution alternative quand même pour pouvoir passer à l'étape supérieure pour parapher cet accord? Oui, c'est une question qui revient très souvent et que nous considérons également comme légitime de la part de la population. Ils considèrent que c'est des criminels qu'on a mis au gouvernement, c'est des gens qui ont pris les armes contre leur population, contre leur pays. Bon, mais c'est ça l'accord de paix. L'accord de paix, c'est ça. On arrive à un moment où le gouvernement ne peut pas écraser les groupes armés, où les groupes armés ne peuvent pas défaire le gouvernement. Est-ce qu'il faut continuer à faire subir la crise ou le conflit par les populations sans rien faire? Est-ce qu'il faut trouver un compromis? Et l'accord de paix, c'est un compromis. Aucun accord de paix n'est parfait. Et c'est ce compromis-là qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Et il faut expliquer également aux populations. Parce que la campagne d'explication, au départ, n'a pas été menée de manière tout à fait forte et permanente. Ce qui fait que certaines populations, ou certains jeunes, ou certains acteurs de la société centrafricaine ne comprennent pas l'accord. Ils le critiquent vertement. Certains sont allés jusqu'à considérer que la signature de l'accord était un acte de trahison, parce qu'il y a des mouvements politiques qui le disent très fortement. Mais il faut expliquer. Parce qu'il faut faire comprendre aussi qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise. S'il y a une solution militaire, le gouvernement ne serait pas allé à Khartoum pour négocier l'accord. Il n'y a pas de solution militaire, il y a une solution politique. Et nous sommes là pour encourager ce processus politique-là. Et il faut, comme vous l'avez dit, continuer à expliquer aux populations le pourquoi de l'accord. Et il faut rapidement également obtenir les dividendes de la paix. Parce que si on signe un accord de paix et que sur le terrain rien ne change, les conditions de vie des populations continuent à empirer, là aussi, l'effet est évident. Donc il faut travailler pour que les dividendes de la paix soient ressentis par les populations. Mais de notre point de vue, l'accord, c'est la seule perspective. Et il n'y a pas d'accord parfait. Et l'accord également ne garantit pas l'impunité. L'accord ne veut pas dire l'amnistie. Là aussi, je pense que c'est très important dans l'accord que ces précisions aient été faites. Moi, je donne généralement l'exemple de la République démocratique du Congo.
où il a fallu obtenir un accord de paix en créant 4 postes de vice-président. Et l'un des postes de vice-président était occupé par Jean-Pierre Bemba, qui était vice-président. Mais il s'est retrouvé où après? À la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas parce qu'on est chef de guerre, qu'on intègre un gouvernement, qu'on bénéficie de l'impunité. Non, il n'y a pas d'impunité. Il n'y aura pas d'impunité. Il n'y a pas d'amnistie, il n'y aura pas d'amnistie. Donc ça, tant que c'est clair, il faut laisser la justice suivre son cours normal. Et la justice fonctionne. La Cour pénale spéciale continue ses enquêtes. Il y a la Cour pénale internationale aussi qui mène ses enquêtes. Donc la justice se fera. Parce qu'il n'y aura pas de paix sans justice. Et ça, c'est extrêmement important de le préciser. Alors, vous êtes le 4e Sénégalais à la tête de cette mission. Alors, aujourd'hui, à combien évaluez-vous, en termes de chiffres, bien sûr, la contribution du Sénégal en Centrafrique? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de ressources humaines, également quelques 300 et quelques éléments. En termes militaires, d'équipements militaires également, nous avons ces 3 hélicoptères de combat, avec 100 éléments de l'armée de l'air, et ces hélicoptères de combat font absolument la différence sur le terrain. Bon, je suis le 4e Sénégalais à diriger une mission de paix en Centrafrique, après le ministre d'État Cheikh Diansy, l'ancien ministre de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, après le général Feu Lamine Cissé, qui a quand même le plus duré, fait 5 ou 6 ans en Centrafrique, après le général Babacar Gaye, en 2014-2015, qui a porté sur les fonds baptismaux la MINUSCA. C'est lui, en fait, le premier chef de la MINUSCA, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et 4 ans après lui, donc j'ai été porté à la tête de la MINUSCA et nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et nous avons également la chance d'avoir comme commandant de la force militaire un général sénégalais, le général Babacar. Après le général Pito Balla Keïta, c'est tout un honneur fait au Sénégal. Et le Sénégal est très bien apprécié en Centrafrique. Les militaires sénégalais, par leur professionnalisme également, sont très bien appréciés en Centrafrique. Et donc c'est vraiment une autre distinction qui est faite à notre pays, un honneur qui est fait à notre pays. Et c'est important de l'avoir toujours en tête dans l'exercice au quotidien de notre mission. Alors comment voyez-vous l'avenir dans ce pays? Oui, il faut avoir de l'espoir. Il n'y a que l'espoir qui reste dans un pays déchiré depuis des années, de nombreuses années, par un conflit armé, par une succession de coups d'État, depuis la période Bokassa, l'instabilité chronique, et un pays également qui évolue dans un environnement géopolitique très compliqué, avec 6 voisins, le Sud-Soudan, la crise au Sud-Soudan, et les répercussions que cette crise au Sud-Soudan peut avoir sur la Centrafrique, sur la stabilité dans le pays, et le Soudan, qui a traversé ces derniers temps une crise que vous avez suivie. Vous avez le Cameroun, il y a Boko Haram, vous avez le Tchad, et vous avez la RDC, où il y a également une importante mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MONUSCO. Donc voilà l'environnement géopolitique, géostratégique, avec tout ce que cela facilite comme trafic, surtout trafic d'armes, trafic de ressources naturelles, l'or, le diamant et tout ce qui s'ensuit. Mais on a espoir. L'accord de paix conçu en espoir, il faut le faire vivre. Il faut que les populations sentent les dividendes de la paix. Si on n'a pas d'espoir, ce n'est pas la peine. Donc nous avons l'espoir que nous pourrons réussir notre mission avec la collaboration de tous les acteurs, avec surtout l'Union africaine, qui a développé une initiative qui a conduit à la signature de cet accord dit de Khartoum, que j'appelle l'accord de Bangui, parce qu'il a été signé à Bangui, même s'il a été négocié et paraphé à Khartoum, avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est une organisation également régionale, mais avec aussi et surtout les pays de la région, qui jouent un rôle extrêmement important dans la stabilisation du pays. Donc, dans l'exercice de mes fonctions, je mets l'accent également sur la dimension régionale. Faire en sorte que tous les pays de la région puissent nous aider et aider la République centrafricaine. Et c'est pourquoi je voudrais me féliciter de la tenue les 5 et 6 août dernier de la commission mixte entre la République centrafricaine et la République du Congo. Au mois de mai, il y avait la commission mixte entre le Cameroun et
la République centrafricaine. Il y aura certainement dans les mois à venir la commission mixte avec le Tchad, la commission mixte avec la RDC. Donc si les pays de la région s'engagent, je pense que le règlement de la crise en sera d'autant facilité. Alors aider ces pays, donc aujourd'hui il est impensable de penser à ces pays sans la MINUSCA. Mais tout à fait. Le gouvernement le comprend, les populations sûrement le comprennent. Sans la MINUSCA, il faut juste se poser la question, sans la MINUSCA, que serait aujourd'hui la République centrafricaine? Ça, c'est une question qu'il faut toujours se poser pour voir l'importance de cette mission des Nations Unies et tout ce que la mission fait dans le cadre de la stabilisation, la sécurisation des populations, la sécurisation des institutions. Et ça, c'est fondamental. Vous avez de l'expérience dans les affaires internationales. Pensez-vous que d'autres, comme Mankeur Ndiaye, pourront quand même aider à la stabilité du continent africain? Mais tout à fait, tout à fait. Vous savez, bon, nous avons beaucoup de missions en Afrique, beaucoup de missions des Nations Unies en Afrique. Les plus importantes missions pratiquement des Nations Unies à travers le monde sont sur le continent africain. Vous avez à côté du Sénégal la MINUSMA au Mali. Vous savez, on vient de parler de la MINUSCA. Vous avez en RDC la MONUSCO. Vous avez la mission des Nations Unies au Darfour, n'est-ce pas, en Somalie. Ouais, donc, les plus importantes missions sont sur le continent. Il y a eu la mission des Nations Unies également en Côte d'Ivoire, qui a fermé. Au Darfour également, le processus de clôture de la mission est déjà engagé. Nous espérons que ces missions ferment bientôt pour que la paix revienne. Mais on ne peut pas dire quand. Mais il faut absolument y travailler. Parce que ces missions ne sont pas éternelles. Normalement, elles doivent être une durée limitée dans le temps. Mais malheureusement, dans d'autres parties du monde, il y a des missions des Nations Unies qui continuent à fonctionner depuis plus de 10 ans, 20 ans. Mais nous ne le souhaitons pas pour le continent, parce que nous souhaitons que la paix revienne sur le continent pour que le développement puisse suivre. Le continent a beaucoup souffert des guerres, des violences. Il faut que les pays africains eux-mêmes se mobilisent. Et je crois que l'Union africaine également y travaille pour mettre fin au conflit et engager l'Afrique sur la voie de son développement. D'accord. Vous êtes encore au Sénégal pour combien de temps? Quelques jours de congé. Ensuite... Et retourner au pays. Tout à fait. Mankeur Ndiaye, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc le grand format c'est fini. Nous recevions M. Mankeur Ndiaye. Rendez-vous prochainement, toujours sur Dakaractu. À très bientôt.